Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 8, le sensorium. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Le premier sens en général qu'on utilise dans un texte et qu'on voit, c'est la vue. Premier sens qu'on voit, c'est la vue, bien sûr. Nous sommes des êtres visuels et énormément de récits donc se basent forcément sur la description et sur ce qui se passe dans l'environnement. Mais comme dit fréquemment Jean-Claude Duniac, que je l'ai fréquemment entendu dire, il a bien raison dans les ateliers qu'on partage, il parle des textes qui malheureusement ne goûtent ou ne sentent rien. C'est peut-être un peu dommage, en tout cas il y a d'autres sens que la vue, d'autres sens qu'on peut exploiter. On va parler du corps, de manière générale, de ressenti. Est-ce que cette dimension du corps est importante pour vous? Ça vous parle? Pourquoi y avoir recours? Moi, je pense tout de suite à Elisabeth von Harburg, que j'entendais également dans un atelier qu'on partageait, disant, alors je vais faire mon terrible accent québécois dans le texte, utiliser les sens, ça permet de pogner le lecteur, c'est-à-dire de l'attraper aux tripes. je suis assez d'accord. Mais à la question que tu poses, pourquoi l'utiliser, j'ai envie de répondre, mais pourquoi pas? On n'est pas des créatures qui ne fonctionnent qu'avec la vue. Donc, si on veut qu'un récit soit réaliste dans la manière dont le lecteur va le ressentir, il faut qu'on tienne compte de tout le reste. Enfin, il faut. Après, c'est comme tout, hein. C'est un choix aussi, absolument rien n'est obligatoire. Mais je trouve que ça donne plus de relief, et pour moi, ne pas utiliser les autres sens, c'est comme n'utiliser que 2 dimensions alors qu'il en existe 3. Pour moi, il y a vraiment une question de relief et d'immersion. Et je crois qu'une des leçons d'écriture les plus importantes que j'ai prises, moi, c'était en lisant. Alors, si je dis pas de bêtises parce que je l'ai pas lu, je crois que c'est la préface de Dan Simmons dans Les Contes de la Fée Verte de Poppy Z-Bride, qui à un moment donné s'attarde sur une des nouvelles qui s'appelle Calcutta, Seigneur des Nerfs, et qui fait remarquer à quel point cette nouvelle est riche, et notamment parce qu'elle repose sur les odeurs. Et d'un seul coup, je m'arrête dans ma lecture en disant, mais les odeurs, on n'y pense jamais en fait. Et j'ai commencé à m'obliger, c'était au tout début de mon expérience d'écriture, à m'obliger à utiliser les odeurs, et je me suis aperçu que ça surprenait tellement les lecteurs que ça les marquait. Parce qu'ils s'étaient pas attendus à trouver des odeurs spécifiquement, et qu'il y a aussi une forme de surprise, c'est que la vue, c'est quelque chose de très attendu. Si on commence à jouer sur autre chose, on peut pogner le lecteur, comme tu dis. Faire ressentir un personnage, c'est décrire ses émotions, mais aussi ses sens, parce que dans la chaîne causale des sentiments, les sens viennent en premier. Et même les souvenirs sont sensoriels et non abstraits. La Madeleine de Proust, par exemple, c'est une forme, une texture tactile et un goût. C'est-à-dire qu'il y a 3 sens dans un mot, en fait. Ça fait intervenir au minimum 3 sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mélanie, quand tu retires des sens, ça appauvrit la pensée aussi par cette chaîne causale. Il y a une manière, je trouve, de renforcer même en tant qu'écrivain, quand on se place dans une situation, si on ne fait que la voir, je trouve qu'on y est moins impliqué quelque part que si on est en train de réfléchir, ok, quels sont les bruits, quelles sont les odeurs, quels sont les goûts. Après, je m'éloigne peut-être un petit peu, mais il y a moyen de jouer à différents niveaux. C'est soit ça renforce l'immersion, soit on peut aussi jouer sur des contrastes. Si on voit quelque chose qui, je sais pas, si ce que nous donne la vue est quelque chose de très calme, très serein, mais que par exemple on entend des bruits inquiétants. J'ai un exemple qui me vient. C'est presque hors sujet parce qu'on est dans le jeu vidéo qui n'a pas du tout le même langage que l'écriture. Mais moi, je suis une grande fan des jeux vidéo Silent Hill. Et je pense que toute personne qui a joué à cette série se rappellera le début du 2e jeu, où le personnage passe un quart d'heure à courir dans la brume, il ne se passe rien. On pourrait se dire, c'est très chiant, un personnage qui court dans la brume pendant un quart d'heure. Et en fait, tout le monde s'en souvient comme d'un passage terrifiant, parce que pendant que ce personnage court dans la brume et qu'il ne se passe rien, on entend des bruits au loin qui sont étranges. Ils sont décalés, on sait pas. On s'attend à ce que quelque chose nous saute à la figure. Simplement à cause des bruits, et tout joue sur le contraste entre ce qu'on voit, ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on suppose qui peut arriver par les bruits. Et je trouve que ce contraste est extrêmement riche, et c'est quelque chose qu'on peut appliquer aussi en écriture. Mais complètement, c'est le vieux truc de l'horreur qui dit que, en fait, par exemple, le premier Alien fonctionne tellement bien parce qu'on ne voit jamais la créature. Et c'est le vieux truc, représenter, c'est tuer. C'est donner une forme aux choses, c'est tuer leur pouvoir d'évocation. Si on entend frapper à la porte terriblement, on se demande ce qui va se passer derrière. Le bruit est évocateur, mais c'est à partir du moment où on ouvre la porte et qu'on se rend compte que c'est juste notre voisin sous, l'aspect d'horreur est à peu près entièrement perdu. Enfin, ça dépend du voisin. Mais la vue est un sens à distance, qui est le sens par lequel on décode le plus le monde, en fait. Alors que les autres sens sont des sens qui court-circuitent le cortex visuel et tout ce qui est notre capacité à nous représenter les choses. C'est pour ça que l'expression d'Elisabeth m'avait marqué. Pogner, c'est vraiment prendre aux tripes. Quelque part, c'est une forme à la fois authentique et puissante de faire du show don't tell. On donne à imaginer, c'est beaucoup plus viscéral de parler de la sueur qui coule dans le cou, du souffle chaud sur la nuque, que de dire Bob était terrifié parce qu'il y avait un alien dans le vaisseau. On ne sait pas, on ressent juste et on est véritablement
agrippé dans le véhicule du récit qu'est le personnage. Puis ça peut beaucoup jouer sur les ambiances, et je pense notamment, c'est là que les odeurs peuvent être intéressantes, parce qu'une odeur peut transmettre quelque chose sur... on peut avoir des odeurs qui sont extrêmement étouffantes, qui sont âcres, qui transmettent quelque chose de très agressif, même quand le visuel ne nous le transmet pas. Et les odeurs, c'est vraiment le sens. Le goût, après, c'est plus spécifique, parce que tout dépend du récit. Je m'en étais beaucoup servi dans une nouvelle qui s'appelait Mémoire des herbes aromatiques, qui se passait dans un restaurant. Et je me souviens que le lecteur avait été surpris par ça en disant mais d'habitude on n'utilise pas les goûts, donc on a l'impression de sentir les odeurs et les goûts, et du coup ça nous happe dans le texte. On n'a pas tellement ce réflexe et c'est d'autant plus intéressant d'utiliser. Oui, puis c'est là que aussi le talent de l'écrivain s'exprime aussi. Certains écrivains vont juste décrire ça de façon mécanique. Voilà, ça c'est orange pour le visuel, mais d'autres ils vont dire que c'est couleur potiron, etc. C'est là où aussi on utilise beaucoup d'analogies dans les sens. Complètement. La comparaison est souvent très forte parce que... Très forte, ou voilà, ou des fois c'est souvent même synesthésique, c'est-à-dire qu'on va transposer un sens dans un autre. C'est intéressant que tu parles de synesthésie, par exemple. Moi je sais que je suis un peu moins odeur et goût, mais très tactile et presque viscéral, parce que, mon humble avis, en tout cas c'est mon expérience, toute émotion se traduit par une conséquence physique. On la sent dans le corps, c'est pas juste quelque chose d'entièrement dissocié du charnel. Même dans l'attitude, dans le langage corporel, la peur se transcrit par de la tension, le soulagement de celle-ci, on se rend compte qu'on peut enfin respirer. Les émotions, ça se vit vraiment dans la chair. Et ça, quand on est sur la focalisation, c'est d'autant plus puissant. J'ai même envie de dire, on parle très souvent, c'est un peu notre expression d'émergence organique, et on a déjà parlé du fait que quand une idée de texte nous chope et que vraiment on sait que c'est la bonne, moi personnellement, je la ressens dans mes tripes. C'est une sensation complètement physique. Et souvent, ça va être beaucoup plus parlant, effectivement, pour le lecteur. Alors, si on réussit à faire appel à quelque chose qui lui parle, effectivement, que de dire simplement, oh, j'ai une idée, tiens, cette idée est géniale, de dire, mais j'ai un truc dans mes tripes qui se serve un peu. Il y a des écrivains qui sont presque, qui sont un peu spécialisés là-dedans. J'allais dire, Serge Brussolo, par exemple, il a un registre de langue de la pathologie, par exemple, où lui, c'est vraiment le corps malade qui s'exprime. Et du coup, c'est frappant de voir que ça contamine l'univers. Il décrit des univers malades aussi. Et il y a une impression d'oppression extrêmement forte qui m'en reste des années après l'avoir lu, justement par ça. Parce que c'est très organique, il utilise des images qui relèvent toujours de l'organique, y compris pour des choses minérales ou des choses... voilà, et ça donne un effet presque animiste à ces textes, d'ailleurs, c'est assez marrant. Après, il peut y avoir une chose... je pense à deux choses en fait qui sont reliées entre elles. À un moment donné, avec des amis, on s'était amusé à faire des petits exercices d'écriture. Et un des premiers qu'on avait fait, c'était d'écrire un texte où le personnage ne pouvait pas recourir à la vue. Parce que du coup, ça nous obligeait à repenser complètement différemment de nos réflexes habituels. C'était un exercice très intéressant. Et j'ai trouvé un livre qui a une illustration de ça qui est assez magistrale. C'est un polar de Brigitte Aubert qui s'appelait La mort des bois. J'avais lu il y a quelques années. Et qui est entièrement raconté à la première personne par une narratrice qui a eu un accident, qui l'a laissé aveugle et paraplégique. Donc on est dans la peau tout du long d'un personnage qui ne peut pas bouger, qui n'est pas maître de ses actions, qui ne peut absolument rien percevoir par la vue, et donc tout lui parvient soit par des mouvements, par des sensations physiques, ou principalement par des bruits et des voix. Et ce personnage va être à la fois témoin d'un meurtre et va résoudre l'énigme, tout en ayant toutes ses restrictions dans la narration. Et c'est un polar qui est absolument brillant parce que ça fonctionne. Tout du long, ça fonctionne sur ça. Et en fait, il y a un suspense accru parce que on a une énorme part de hors-champ. C'est-à-dire que, si j'ai bonne mémoire, à un moment donné, le personnage sent qu'on la déplace. Elle ne sait pas pourquoi. Et elle est en train de paniquer parce qu'on n'est pas censé la déplacer et elle ne voit pas qui est en train de le faire. Donc on a un élément de suspense extrêmement fort qui repose sur cette espèce d'inversion des situations habituelles. Et c'est quelque chose, ce suspense-là, même sur un personnage voyant. On peut utiliser ces techniques-là, justement, de manière forte et les importer... Plus ponctuellement, en tout cas. Ouais, plus ponctuellement, tout à fait. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? On réfléchit déjà. Ouais, moi j'ai noté y penser. C'est se poser la question, bêtement, on a ce réflexe qui est la vue, et de temps en temps de s'arrêter. C'est ce que je disais au départ quand j'ai appris à écrire et que je me suis forcée à rajouter des choses. Bon, la vue, c'est une chose, mais qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? Et essayer vraiment de se projeter dans la situation et d'imaginer ce qu'on peut entendre, ressentir, voir. Enfin, voir non plus, justement. Non, pareil. Puis, j'allais dire, naturellement, les informations sensorielles, elles prennent leur sens dans leur traitement. C'est-à-dire les relations entre elles, déjà, et puis les conséquences sur la psyché des personnages, parce que ça passe par des personnages. Oui. Sauf si on décide de décrire de façon justement impersonnelle ce qui se passe.
Mais là, c'est même pas le sujet de ce... Je dirais que c'est là aussi que c'est super intéressant de puiser dans son propre vécu et de temps en temps de noter, tiens, j'ai eu telle réaction ou telle chose qui me vient. Et tout à l'heure, tu parlais des souvenirs je me souviens du moment où je me suis rendu compte que la Madeleine de Proust, c'était pas simplement une expression, c'était quelque chose de très vivant. Et de remanger, moi, c'était un type de biscuit que j'avais mangé petite et que j'ai retrouvé adulte. Et ce que ça fait remonter très concrètement de souvenirs. Et c'est des choses comme ça qu'on peut pas simplement imaginer. Il faut aller les puiser dans son vécu. Bah oui. Ou les je me souviens de Pérec, où en fait ce sont des sensations souvent qui reviennent. Alors, moi, je sais pas si vous faites ça, mais moi, je déambule beaucoup dans l'écriture. C'est très bête, hein, mais même pas forcément pour une scène d'action. Mais par exemple, j'ai 2 personnages qui attendent sur un rempart l'assaut qui vient jamais et qui stressent. Je me lève, je mime le truc, j'ai pas de rempart chez moi, mais je me mets dans la situation et dans la position. Il y a un côté, cette kinesthésie aide énormément, je trouve, à habiter la peau des personnages et donc à s'insérer dans le sensorium. Même chose pour l'émotionnel. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme assez rigolo qui a été trouvé en neurosciences, par exemple. L'attitude influe l'état d'esprit, c'est-à-dire que se redresser, ouvrir un peu les épaules, c'est-à-dire avoir le langage corporel de l'assurance, par exemple, génère de l'assurance, et pas nécessairement l'inverse. Et c'est le fake it till you make it, faites semblant jusqu'à ce que vous le ressentiez. Ou la méthode Coué, c'est pareil. Voilà, en fait, c'est ça. mais et ça s'applique bien à l'écriture. Pour habiter la sensation d'un personnage, composer l'expression visuelle génère la sensation et donc permet de la décrire, plutôt que d'essayer de la créer ex nihilo, en fait. C'est intéressant, j'ai jamais fonctionné comme ça concrètement. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça, c'est qu'au moment où je commence à écrire quelque chose, c'est comme si j'avais une caméra qui regardait la scène de très loin, et au moment de l'écrire, la caméra se rapproche, et je balade ma caméra en essayant de voir ce qui se passe, et même y compris au niveau du visuel, et d'un seul coup, puisque je change d'angle de vue, je remarque les détails, et après, effectivement, j'essaie de rajouter les bruits, les odeurs, etc. Mais c'est vraiment ce truc de me surprendre moi-même avec cette caméra qui avance, et d'un coup, je vois les détails que je ne voyais pas avant. Ce qui nous conforte, en fait, dans l'idée que c'est la vue qui vient en premier. Oui. Et que presque toujours, hein, on dit souvent d'ailleurs que les yeux, en fait, c'est le sens le plus cérébral parce que c'est presque un prolongement du cerveau. D'ailleurs, même physiquement, c'est un prolongement du cerveau. Je crois que les cellules photoréceptrices arrivent directement en termes de distance par rapport au cerveau. C'est le plus court, en fait. Après, je dirais qu'il y a certains textes aussi qui vont apporter leurs propres contraintes. Moi, je disais tout à l'heure, j'écris sur un restaurant, par exemple, c'est évident que je vais parler du goût et des odeurs. Ça, c'est quelque chose d'absolument évident. Si j'écris sur un concert, c'est évident que je vais faire appel au bruit. C'est plutôt pour tous les textes où justement c'est pas quelque chose qui est amené par la narration que c'est important de se rappeler que c'est un outil qu'on a aussi et auquel on ne pense pas. En tout cas, on ne pense pas tout de suite. C'est une passe qu'on peut faire à la correction, hein, d'ailleurs, en se disant est-ce que j'ai bien, d'ailleurs, se mettre un post-it en disant est-ce que j'ai bien mis du corps, est-ce que j'ai bien fait un rappel. C'est un rappel d'ancrage puissant dans le personnage aussi. La manière dont ces choses-là vont être ressenties et vécues par le personnage sont extrêmement puissants et riches d'enseignements pour caractériser ce personnage. Comment est-ce que quelqu'un réagit à la peur? On peut avoir par exemple quelqu'un qui fait le gros bras, il peut ressentir les entrailles qui se serrent et en même temps bomber le torse. Et rien que ça pose un rapport au monde, ça pose un personnage, ça pose une vie, tout en ayant, j'ai absolument pas dit une seule caractérisation sur ce personnage-là, mais on peut déjà imaginer, je sais pas, Conan le Barbare ou bon, Conan le Barbare n'a jamais peur, ça c'est. Mais bon, ça. Non, mais en tout cas, il faut le faire. Voilà, il faut le faire, j'allais dire à bon escient, au bon moment, en fait, parce qu'effectivement, si Conan il est occupé à son activité naturelle, qui est de trancher des têtes, par exemple, en même temps, il va pas entendre le cuicui des petits oiseaux. Il faut que ce soit dans des périodes où le personnage peut le faire, en fait. Tout à fait. Par contre, il va entendre, voilà, les cris des ennemis, les lamentations des femmes et... Les lamentations des femmes, bien sûr. La citation du film, pour ceux qui n'ont pas suivi le... Non, on n'est pas misogyne du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. Petite citation pour terminer, alors impossible de ne pas rendre hommage à Hélène Keller qui dans Sourde, muette, aveugle dit « Vous ne pouvez toucher les nuages, mais vous sentez la pluie et vous savez quelle est, après un jour de chaleur, son action bienfaisante sur les fleurs et la terre altérée. L'amour non plus, vous ne sauriez le toucher, mais vous sentez de quel charme il pénètre les choses. » C'était Procrastination, merci de m'avoir suivi. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.